La deuxième question que vous avez posée, je crois, c'était comment peut-on finalement, qu'est-ce qui se passerait vis-à-vis des BRIC? Ben, j'allais vous dire, il ne se passera rien. Je ne vois pas ce qui pourrait se passer. Nous avons, je l'ai montré tout à l'heure, la France a des relations étroites avec la Chine. Elle continuera d'avoir des relations étroites avec la Chine. Il y a des gens qui disent, si nous sortons de l'Union européenne, nous allons isoler la France. Je le rappelais déjà hier, j'ai regardé le nombre d'ambassades et de consulats et de représentations diplomatiques que dont la France dispose à l'étranger. On en a, je crois, 274 ou 275. Il y a à peu près 120 ou 130 ambassades stricto sensu. Il y a des consulats. On a par exemple 6 ou 7 consulats en Chine, à Chengdu, Chongqing, Shanghai, Canton, peut-être également Tsingtao, dans le Liaoning ou autre. On a une vingtaine de consulats aux États-Unis d'Amérique. Et puis on a des représentations permanentes. C'est auprès d'organisations internationales. On a un ambassadeur représentant permanent de la France à l'ONU. On a un représentant permanent de la France à la FAO à Rome. Il y a des capitales, par exemple, où nous avons plusieurs ambassadeurs. À Washington, on a un ambassadeur auprès du gouvernement américain, on a un ambassadeur auprès du Fonds monétaire international, représentant permanent de la France au FMI, un ambassadeur représentant auprès de la Banque mondiale. À Rome, on a le représentant auprès du Quirinal, c'est-à-dire du gouvernement de la République italienne, un ambassadeur représentant auprès du Saint-Siège, à la Villa Bonaparte, et un représentant auprès de la FAO, l'Agence alimentaire mondiale des Nations Unies. À Bruxelles, nous en avons 3. On a un représentant auprès du Royaume de Belgique, un ambassadeur auprès du Royaume de Belgique, on a un ambassadeur représentant la France permanent auprès de l'Union européenne et un ambassadeur représentant auprès de la politique étrangère, de sécurité et de défense. Et un ambassadeur représentant auprès de l'OTAN. On en a 4. Si nous sortons de l'Union européenne, nous supprimons 3 postes. Le représentant à Bruxelles auprès de l'OTAN, le représentant auprès de l'UE, le représentant auprès de la politique étrangère et de sécurité et de défense. Nous en supprimerons 3 sur 275. Nous en conserverons donc 272. La France est liée au reste du monde par des quantités de traités internationaux, comme tout le reste du monde d'ailleurs. Il y a des quantités de traités internationaux, le traité de Montego Bay sur le droit de la mer, le traité de l'Antarctique, le traité de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Organisation internationale des télécommunications. Enfin, il n'y a que ça. Les traités bilatéraux pullulent. J'avais fait le compte, il y a je crois quelque chose comme 700 traités bilatéraux franco-allemands. On doit en avoir 450 ou 500 avec la Belgique, sur tous des sujets. Traité de délimitation de frontières, traité de non-double imposition, traité pour les questions de citoyenneté, de nationalité, traité pour les réintégrations dans la nationalité. C'est comme ça, la vie internationale est extrêmement profuse. Donc, quand nous serons sortis de l'Union européenne, vous verrez que le pire, c'est que les gens se diront, mais finalement, c'était que ça. On a mis dans la tête des gens que toutes les relations internationales des pays d'Europe transiteraient par les services de M. Barroso. C'est de la démence. C'est totalement faux. Nous avons donc, puisque vous parliez des BRIC, on a d'excellentes relations. On pourrait les avoir bien meilleures. Ce sont des pays que je connais bien. Enfin, surtout, oui, je suis allé au Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud, je suis allé partout. Je connais bien notamment les dirigeants chinois et un peu moins bien, mais bien quand même les dirigeants brésiliens. Je suis allé aussi en Afrique du Sud, j'ai eu la chance de voir Nelson Mandela. C'est des pays où on a normalement des relations très importantes à avoir et beaucoup de relations économiques bilatérales. Alors, vous avez par ailleurs posé la question, si on sort, qu'est-ce qui va se passer à l'OMC? Eh bien, il faut que vous... Alors, c'est vrai que je parle de la France, je ne parle pas de la Belgique. Moi, je parle de ce que je connais, je n'aime pas trop parler de ce que je ne connais pas ou peu. S'agissant de la France... nous sommes membres de l'Organisation mondiale du commerce, comme d'ailleurs la Belgique, comme d'ailleurs il y a environ 150 pays dans le monde, 160 qui sont membres de l'OMC, sauf que le petit détail, c'est que nous n'avons plus le pouvoir de négociation. Puisque depuis le traité de Rome, de funeste mémoire du 25 mars de 1957, les négociations commerciales multilatérales font partie justement de ce qui a été retiré aux nations en premier.
Ce qui prouve d'ailleurs l'origine états-unienne du processus. Je vous renvoie à ma conférence qui gouverne la France pour vous montrer quelle est la mentalité américaine qui se cache derrière. Puisque pour les États-Unis d'Amérique, depuis la Boston Tea Party de 1773, celui qui dirige le commerce mondial est celui qui possède le pouvoir. Donc, on a retiré dès 1957 aux pays membres de l'Europe des 6, puis des 9, puis des 12, puis des 15, etc., on a retiré le pouvoir de négociation. Ça veut dire que nous avons un commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales qui représente les intérêts de l'Union européenne à l'Organisation mondiale du commerce. Alors, s'il faut entrer un petit peu dans le détail pour comprendre le vice profond de ce système, c'est que ce commissaire européen est chargé de représenter un intérêt européen entre 27 États. Mais le problème, c'est que les 27 États ont des intérêts divergents sur tous les sujets. Je parlais tout à l'heure, permettez-moi d'y revenir, sur l'affaire du textile, parce que c'est un sujet qui est intéressant. Quel est l'intérêt européen quand on traite du textile vis-à-vis de la Chine ? L'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France avaient une industrie textile importante, avaient intérêt à préserver leurs salariés, leur savoir-faire industriel. L'Angleterre, les pays du Nord n'ont plus d'industrie textile significative. L'Angleterre n'a plus. En revanche, l'Angleterre a des services financiers puissants. Dans les négociations avec la Chine, quel est l'intérêt européen lorsque les Chinois disent « je veux que vous supprimiez les obstacles aux échanges vis-à-vis des textiles chinois ». Vous savez que parmi les obstacles aux échanges, il y en a 3 en gros. Enfin, je vais vous faire un vrai cours sur le commerce international. Il y a ce qu'on appelle les droits de douane, 40%, 50%, 250%, 3%. Donc c'est les droits de douane qui sont imposés à l'entrée et qui sont par spécialité douanière, donc les barésies, les soutiens-gorge, les vins fins, les alcools, les machines-outils. Voilà, c'est un poème à la Prévert, vous avez des milliers de spécialités douanières, vous avez des droits de douane. Alors le principe de l'Union européenne, c'est que le tarif extérieur commun est fixé pour tout le monde. On a d'ailleurs, soit dit en passant, le plus bas tarif extérieur commun de tous les pays au monde. La moyenne est de 3%, c'est-à-dire que c'est quasiment une zone de libre-échange mondiale. Il n'y a aucune protection. Donc, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est ce qu'on appelle les quotas. Les quotas, ça veut dire, on décide souverainement qu'on ne va pas importer plus de 452 730 chemises du Bangladesh l'année 2013. Punct. Voilà. Ça s'appelle un quota. Donc, on a les douanes qui comptabilisent. Quand on arrive à 457 000, je ne sais plus combien c'est que je dis, toc, on arrête. C'est la fin pour l'année. On verrouille. Il peut y avoir d'ailleurs des produits avec des quotas zéro. Par exemple, l'interdiction d'importer de la drogue, c'est un quota zéro. C'est d'ailleurs pas un quota zéro parce qu'en fait, il y a des autorisations d'importation de morphine, par exemple, pour les hôpitaux, pour des produits de cette nature. Donc on en a besoin à des fins de pharmacie. Donc ça, c'est le deuxième système. Le troisième système, c'est l'affaire des normes. Vous pouvez entraver l'importation de produits en faisant jouer des normes, des techniques, par exemple l'écartement de ci ou de ça. Donc il y a tout un combat sur l'unification des normes DIN, vous savez, ou ISO au niveau international. Alors, je reviens à mon histoire de textile. Quel est l'intérêt de l'Europe vis-à-vis du textile ? Parce que ça, vous savez ce que vous m'avez dit ? Ce que vous disent vos profs, je sais bien ce que vous disent vos profs, hein, je connais bien. J'ai été abreuvé par ça, moi aussi, quand j'étais à HEC et tout. Sauf que c'était un peu moins prégnant que c'est devenu maintenant. Maintenant, c'est un dogme d'État, une société totalitaire, on est obligé de croire à la doxa. Mais les gens disent comme ça, de façon un peu étourdie, ah bah oui, il faut développer l'intérêt européen. Mais il n'y a pas d'intérêt européen. C'est quoi l'intérêt européen en la matière ? Donc il se passe quoi ? Il se passe que le commissaire européen chargé des négociations commerciales, s'il est britannique, ce qui a été le cas, dit top avec les Chinois en disant je supprime les quotas textiles vis-à-vis de la Chine. Vous pouvez maintenant tout envoyer en France, tout envoyer en Europe, donc en France. Des importateurs qui ensuite c'est le marché unique, donc vont employer dans toute l'Europe. C'est un immense cadeau qu'on fait à la Chine. Et en échange, qu'est-ce qu'on obtient de la Chine ? Parce que c'est des négociations de troc. La Chine, on obtient de la Chine l'ouverture du marché des assurances aux Lloyds britanniques. Ça, c'est typiquement le type de raisonnement britannique. Ça veut dire que les Britanniques sont malins. Ils sont gagnants-gagnants. Ils ouvrent le marché aux Lloyds britanniques
Première compagnie d'assurance qui date de 1580, je crois. Donc c'est l'ouverture du marché, d'un immense marché chinois aux assureurs britanniques, services financiers. C'est tout bénef pour le Royaume-Uni. La suppression des quotas textiles, ils s'en foutent, ça ne les concerne pas, ça concerne les usines qui se trouvent et les salariés qui se trouvent en Espagne, en Italie, en France, au Portugal. Ils s'en foutent. Et en plus de ça, ils vont pouvoir importer maintenant à des tarifs très très bas du textile fabriqué en Chine plutôt que de l'acheter en France ou de l'acheter en Espagne. Donc c'est tout bénéfice pour eux. Simplement, les dindons de la farce, vous l'avez compris, c'est les Français, les Portugais, les Italiens, les Espagnols qui sont KO parce que leur industrie textile est détruite et ils voient passer le train, c'est les Lloyds britanniques qui bénéficient du truc. Voilà. Et on va présenter ça au niveau européen en disant c'est une très grande stratégie européenne parce que vous comprenez, on a laissé tomber un métier finissant comme les textiles. C'est un métier sans intérêt, sans valeur ajoutée. En revanche, on s'est positionné sur les services financiers en Chine. Cocorico, vive l'Europe. Donc vous voyez ici, je suis entré dans ce détail, ça vous permet de comprendre comment, comme disent les Allemands, der Teufel liegt im Detail, comment derrière une idée générale a priori séduisante, mise au concret, de façon extrêmement concrète, comment elle est en fait destructrice des intérêts nationaux de certains États. Donc si nous sommes sortis maintenant de l'OMC, il se passera quoi de l'Union européenne? Nous serons à l'OMC, nous retrouverons notre siège à l'OMC. Alors, excusez-moi d'être précis, mais vous reconnaîtrez qu'il n'y a quand même pas beaucoup de responsables politiques qui parlent en pleine connaissance de ces sujets fondamentaux. C'est un des problèmes d'ailleurs dans la société politique en France et ailleurs en Europe, c'est que nous sommes dirigés par des incompétents, des gens qui ne connaissent pas ce dont ils parlent et qui disent de choses qu'ils ne connaissent pas. Il se trouve que moi, je suis quelqu'un qui, d'abord par mon parcours et par goût personnel et par formation, j'aime aller au fond des choses, j'aime parler de ce que je connais. Donc qu'est-ce qui se passe si nous étions seuls à l'OMC? Mais nous ne serions pas seuls. Pour une raison simple, c'est que nous ferions comme tous les autres pays du monde, c'est-à-dire que nous ferions des alliances au gré des sujets avec les pays avec lesquels nous avons intérêt à faire des alliances. L'un des vices de construction de la construction européenne consiste à postuler que parce que le Portugal est frontalier de l'Espagne, qui est frontalière de la France, qui est frontalière de l'Allemagne, qui est frontalière de la Pologne, frontalière de la Lituanie, frontalière de la Lettonie, frontalière de l'Estonie, frontalière de la Finlande, que de proche en proche de l'Andalousie ou de, par exemple, excusez-moi, de l'Algarve portugaise jusqu'à la Laponie finlandaise, nous aurions les mêmes intérêts par contiguïté géographique. C'est délirant. Dans tous les sujets, nous aurions les mêmes intérêts. C'est délirant parce que c'est faux. C'est comme si on disait, vous habitez dans un immeuble, je vous dis que monsieur, puisque vous habitez dans cet immeuble, je ne sais pas moi, 7 rue du Château à Bruxelles, je ne sais pas s'il y a une rue du Château, eh bien que décidément maintenant vous avez les mêmes intérêts que tous les habitants de l'immeuble. C'est faux. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment font les autres? La Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie par exemple. Quand il s'agit de négocier sur les questions agricoles à l'OMC, ils font des alliances avec les pays avec lesquels ils ont les mêmes intérêts. Ils se regroupent dans un truc qu'on appelle le groupe de Cairns. Donc ils se regroupent avec le Canada, avec le Chili, l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., pour d'ailleurs s'opposer à la politique agricole commune. Mais quand il s'agit des services financiers, ils n'ont plus du tout les mêmes intérêts que l'Australie, que le Canada. Ils vont se rallier avec d'autres pays d'Asie. Donc au gré des circonstances, ils vont jouer finement en fonction de leurs intérêts. C'est d'ailleurs la vie qui est comme ça. Ce soir-là, en ce moment, on est ensemble, on est réunis ensemble. Je vous fiche mon billet que dans 24 heures, nous ne serons plus ensemble. Parce que vous serez, vous, avec d'autres amis, moi je serai dans d'autres cercles, tout le monde sera dans d'autres... en fonction des circonstances. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va se faire la guerre. C'est-à-dire que chacun mène sa vie, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passera si on est à l'OMC? Eh bien, nous ferons des alliances de circonstances avec les différents pays en fonction des sujets. Et je voudrais insister, dernier point sur ce sujet, sur le fait que, peut-être ne le savez-vous pas, mais à l'OMC, il n'y a pas de vote. C'est un système qui fonctionne selon le système que les diplomates ont conçu, qui est le système du consensus. C'est-à-dire un système de diplomates. C'est-à-dire
On négocie, ça dure des années, hein, les rounds de négociation du GATT sont connus maintenant, c'est dans le cadre de l'OMC, mais on négocie au fur et à mesure, on ne soumet jamais au vote. Il y a simplement des majorités fluctuantes qui se dessinent, et il y a, lorsqu'il y a par exemple une minorité importante de blocage, ça bloque. Donc, il y a toute une série de décisions extraordinairement négatives pour l'industrie française ou l'agriculture française qui ont été prises, qui ne l'auraient justement pas été si nous avions défendu nos intérêts. Parce que certes, nous n'aurions pas eu forcément une majorité, mais par exemple, nous aurions bloqué sur l'affaire des textiles chinois, nous nous serions mis avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Maroc, la Tunisie, qui sont en train d'être démantelés aussi, l'industrie textile dans ces pays, qui, dans le cadre des accords ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, il y a eu des accords privilégiés avec les pays du Maghreb, justement, sur les questions textiles, mais les pays du Maghreb sont complètement laminés par la concurrence venue de Chine. Ils ne sont pas non plus à la hauteur. Donc on est en train aussi, au passage, d'avoir empêché le développement industriel des pays du Sud qui nous en servent. Et c'est important qu'ils se développent, ne serait-ce que pour fixer leur population. Vous savez que les questions migratoires sont des sujets récurrents dans les pays d'Europe occidentale, qui alimentent une acrimonie, etc. Donc il est important que nos partenaires du Sud soient développés. Donc au lieu de jouer ce jeu et de faire alliance avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, par exemple, pour développer, eh bien non, nous avons fait alliance avec la Lettonie, l'Estonie et l'Angleterre qui nous a torpillés. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit maintenant de se mettre, de rallier une des pays qui sont, avec lesquels nous sommes en phase.